Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. C'est une association originale à l'approche innovante qui œuvre depuis près de 23 ans à jeter des ponts entre le monde de l'éducation, de l'apprentissage et de la formation et l'univers de l'entreprise. Et ce n'est pas pour rien qu'elle s'appelle Al Jisr, le pont. Ses objectifs, améliorer les méthodes et les conditions d'apprentissage tout en ouvrant les établissements scolaires sur leur environnement social, culturel, économique et professionnel. En 23 ans d'existence, l'association Al Jisr a réussi à parrainer des centaines d'écoles, à accompagner des milliers d'élèves en situation d'échec scolaire, à former des centaines d'enseignants aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et à donner une seconde chance à de nombreux jeunes chômeurs en les insérant dans le monde de l'emploi. Et aujourd'hui, Al Jisr se lance et relance un beau projet initié la première fois il y a 3 ans, en 2019, celui des bibliothèques mobiles, les bibliobus, pour permettre aux enfants des écoles des zones périphériques et enclavées d'avoir accès aux livres, à la culture et à toutes sortes de formes d'art. Et pour parler de cette nouvelle opération, Bibliobus, mais aussi du passé, du présent et de l'avenir de cette association et de ses engagements pour l'amélioration du système éducatif dans notre pays, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Zakaria Fahim, président de l'association Al Jisr. Monsieur Fahim, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, nous allons commencer par justement l'actualité, celle des bibliothèques mobiles. Les bibliobus, c'est une initiative qui ne date pas d'aujourd'hui. Sur quel constat vous a poussé à lancer ce projet? Il faut, comme vous l'avez dit, l'association c'est Al Jisr, donc c'est le pont. Et notre vocation, c'est d'agir ensemble pour effectivement l'école de demain, puisque c'est on l'oublie là aussi, plus de 87% de nos enfants sont dans l'école publique, même si beaucoup de ceux certainement qui nous regardent, c'est d'abord un sujet de salon ou d'actualité, mais c'est un vrai sujet de société sur lequel on a envie de pousser. Pourquoi relancer les bibliobus? Qu'on le veut ou non, nous sommes un pays, un grand pays, un pays rural, où beaucoup d'écoles publiques dans certaines régions très déconcentrées ou excentrées, n'ont pas de bibliothèque municipale où les enfants n'ont pas accès. Et donc l'idée, c'est ramener la bibliothèque et donner envie aux enfants de lire. Il est établi que quand vous donnez envie à des enfants de lire très tôt, vous augmentez leur QI, vous leur donnez une capacité d'apprentissage beaucoup plus élevée et donc vous réduisez le taux d'échec en accompagnant sur la lecture. Vous avez mené une enquête ou un petit sondage et vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas seulement les écoles du monde rural ou des zones enclavées qui n'ont pas de bibliothèque, mais c'est un constat qui choque parce qu'il y a des écoles dans des quartiers qu'on peut dire... de Casablanca. Casablanca, moyen supérieur, qui n'ont pas de bibliothèque. Donc, ce qu'on a découvert, c'est que très souvent, on avait des bibliothèques, mais qui étaient fermées à clé, et donc il fallait sortir déjà de l'école pour aller à la bibliothèque. Donc déjà, ça, c'est parce que quand on parle du livre, nous, on a travaillé sur 2 grands volets. C'est amener le livre dans la classe, et c'est les petites bibliothèques de classe. Et là aussi, on va le voir tout à l'heure, on est beaucoup dans l'économie circulaire, dans la récupération. Et on a monté des petites bibliothèques avec la récupération de tonneaux, des grands tonneaux, ou dans lesquels, avec des roulettes. Et ça nous a permis d'installer donc, le livre dans l'école et d'avoir dans la classe et d'être sûr que l'élève, avec son maître, a accès au livre. Et bien sûr, l'avantage, comme tout à l'heure on disait, du bibliobus, c'est qu'on arrive à toucher quand même 33 000 enfants sur une année et 200 écoles. Donc c'est vraiment un vrai projet. Oui, justement, je voulais vous demander combien d'écoles et combien sont desservies par ce projet et sur quels critères vous vous basez. Donc ce n'est pas que le monde rural. Non, donc là par exemple on a eu des chantiers sur le nord. Donc là aussi on revient, nous on est une association d'utilité publique. Donc la vocation c'est effectivement, notre spectre c'est le territoire national et au fil des partenariats, parce que là on a des partenaires qui peuvent être des entreprises, des associations qui disent voilà, nous, notre spectre, c'est on veut travailler sur la région du Nord, on veut travailler sur le Sud. Et à ce moment-là, on déploie nos ailes là où il y a des partenariats, mais on a beaucoup travaillé sur le Grand Casablanca, comme je disais, le Sud, le Nord. Et l'idée, c'est des itinéraires
et on arrive à effectivement avoir, comme je disais, sur une tournée, une année et demie, toucher quand même plus de 200 écoles. On est à peu près des chiffres qui sont très intéressants en termes d'heures d'ateliers, plus de 4000 heures d'ateliers. Donc c'est vraiment un chiffre très intéressant. Par école, un enfant, c'est 1h30 d'atelier sur cette partie lecture. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a monté, je ne sais pas si on va le voir dans les vidéos ou dans les photos, des livrets établis de la première classe du primaire jusqu'au l'équivalent du CM2 pour ce qu'on appelle, nous, des livres éducatifs de soutien un peu, comme on avait quand on était en vacances, un livret de vacances, mais adapté à nos enfants. Donc c'est Rachid qui parle à Souad et non pas Jacques qui parle à Micheline, par exemple. Là aussi, on travaille beaucoup sur le genre. C'est-à-dire que la petite fille, elle n'est pas, on a vu des ouvrages où elle est dans la cuisine et le garçon. Donc là aussi, on fait en sorte que la problématique du genre soit aussi intégrée pour que nos deux enfants, qu'ils soient garçons ou filles, aient, je dirais, les mêmes chances et qu'on ouvre nos filles aussi à aller vers tous les métiers, qu'il n'y a pas, un peu comme le Real Madrid, rien n'est impossible. Il faut leur ouvrir un peu le spectre le plus large pour qu'elles puissent choisir le métier qu'elles veulent. Alors votre centre d'intérêt, c'est l'éducation. Vous êtes là en appui, vous êtes l'école de la deuxième chance pour l'insertion, un pont entre la formation et le marché du travail. Et ce constat, il est triste quand même, parce que l'éducation, la lecture, c'est la base, et les Marocains ne lisent pas. Il y a bien sûr la digitalisation, les nouvelles technologies, ils sont pour quelque chose, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus connectés, mais on continue à lire. À quoi est dû principalement ce détachement? Est-ce que parce qu'on ne va pas on ne leur donne pas, ils n'ont pas le livre entre les mains, justement, les enfants? Est-ce que c'est eux qui boudent la lecture, ou est-ce que c'est parce qu'on ne leur fait pas aimer la lecture, elle n'est pas disponible, en fait, le livre n'est pas disponible? Je pense qu'effectivement, on s'est rendu compte... Et la culture, comme vous dites, la culture. Que beaucoup des écoles dans lesquelles nous sommes partis, il y avait peu ou pas de livres. Donc effectivement, en dehors du livret obligatoire donc, de la classe, le livre était un peu comme quand on dit je vais aller faire du théâtre ou je vais faire du sport, c'est facultatif. Alors qu'on le sait de façon certaine que les activités culturelles, les activités sportives sont très importantes. On reviendra tout à l'heure sur nos propositions. Mais pour revenir à votre question, effectivement, nous aujourd'hui, chaque année, c'est à peu près, comme je disais tout à l'heure, 300 000 livres sur 300 écoles sur lesquelles on donne on installe des fameuses bibliothèques. Donc il y a une vocation à accélérer. Donc on arrive à récupérer de nos partenaires des livres et on met dans une école classique sur le cycle CP à CM2 à peu près 36 000 livres qu'on met à disposition d'une école. 36 000 livres. Vous avez donné un taux très important, moi, qui m'a étonné, celui de 87% des enfants marocains qui sont scolarisés dans l'école publique. On a l'impression qu'il y en a beaucoup plus dans le privé. Et ces enfants, généralement, sont issus de familles, catégories socio-professionnelles plutôt pauvres, défavorisées, et qui n'ont pas le livre à la maison. C'est ça, parce que le seul endroit où ils peuvent avoir accès au livre, c'est l'école. Parce qu'il y a d'autres familles ou des classes moyennes où ils ont... Donc, le livre, ils ne peuvent avoir accès à la lecture qu'à travers l'école, ces catégories-là. C'est pour ça que là, on fait, nous, des formations de formateurs, notamment sur les profs. Donc, on leur a donné des guides. On a distribué à peu près 2000 guides. Il y a 800 enseignants qui ont été touchés. On forme aussi des bénévoles. Donc là aussi, on fait appel on profite à travers l'antenne pour tous ceux et celles qui aujourd'hui sont des pré-retraités ou pas retraités, qui passent des heures dans des cafés à dire qu'est-ce que je peux faire. Nous sommes aujourd'hui en attente d'avoir des gens qui peuvent venir donner 1 heure, 2 heures, notamment pour la lecture, parce qu'on forme aussi des bénévoles pour la lecture, parce que c'est un plaisir, mais aussi une façon de faire pour que ça reste, je dirais, une transmission pour que quand le bénévole part, l'enfant ait envie d'aller prendre le livre et de le lire. Et là aussi, sur un plan de vue, d'approche pédagogique, rien ne remplace le livre. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler aujourd'hui sur le digital pour
accélérer aujourd'hui cette fracture entre le monde de l'école publique et privée qui a perdu je dirais de son verbe. Donc certainement tous les gens de notre génération qui ont fait l'école publique aujourd'hui ont leurs enfants dans l'école privée parce que, qu'on le veuille ou non, il y a une faillite du système, alors qu'il y a de très 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 belles choses. Oui. Et quand on regarde les élèves qui ont des notes dans les grandes écoles à l'international, que ce soit polytechnique, souvent viennent de l'école publique. C'est-à-dire qu'il y a encore c'est-à-dire qu'on est capable de créer de la qualité, mais on n'arrive pas à la généraliser. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Oui, depuis la création de votre association, votre mission principale, c'est d'améliorer le système éducatif et de l'accompagner. Vous l'avez dit, c'est un constat, c'est un système en faillite, malgré les nombreuses réformes, les nombreux plans, les nombreux conseils. À votre avis, à quoi est dû cet échec et cette grande fracture entre le monde de la formation et celui de l'emploi, sachant que 87% sont dans l'école publique, mais combien s'en sortent et combien sont en rupture scolaire? Aujourd'hui, on le sait, les chiffres sont clairs, il y a 300 000 jeunes qui décrochent chaque année. Il y a 750 000 qui rentrent dans le système, 300 000 qui sortent en décrochage. On estime qu'il y a à peu près à peine 8% qui arrivent, des jeunes qui ont plus de 25 ans qui arrivent à l'université, et il y a à peine un quart qui dépasse le primaire, un tiers le lycée. Donc il y a un taux d'échec qui est important. Certainement, parce que là aussi les raisons sont multiples, mais très souvent, il n'y a pas cet accompagnement qu'il y avait avant, la famille qui était capable. C'est-à-dire que maintenant, les enfants sont laissés à des pseudo-organisations de soutien scolaire, mais qui sont souvent juste du bachotage et donc non pas à ouvrir un peu les esprits de nos jeunes. Et bien sûr, quand vous avez une école publique où, nous on le voit dans les écoles où on collabore, on a des directeurs engagés, des enseignants, et vous avez peut-être d'autres écoles, un peu qu'on voit dans tous les métiers, il ne faut pas avoir peur de dire tous les professeurs ne sont pas engagés, tous les professeurs, et qu'on ne peut pas récompenser, qu'on ne peut pas accompagner, qu'on ne peut pas discuter de la même manière avec un enseignant qui, une fois qu'il a fini ses cours, vient voir comment accompagner ses élèves, qui a envie de faire des programmes avec eux, pour qu'on puisse les mobiliser plus. L'engagement, il faut de la motivation pour être engagé, donc il faut valoriser le corps enseignant, parce que les enseignants dans le privé sont engagés, ils sont à fond, alors que maintenant ils font de la vacation dans le public et ils vont enseigner dans le privé. Et malheureusement, c'est cette partie immergée qu'on voit, et on ne voit pas tous ceux qui sont encore, comme je dis, fidèles à leur vocation, parce que personne ne les montre, ne les valorise. Et je pense qu'il y a un vrai sujet de gouvernance, il y a un vrai sujet de valorisation pour qu'on puisse effectivement rappeler que ça marche et remettre ce que nous, quand on fait aujourd'hui une demande de parrainage, et comme je dis aujourd'hui, notre site c'est lgs.ma pour les gens qui veulent donner du temps, qui ont envie de soutenir soit leur école où ils étaient ou une autre école de leur quartier. Effectivement, quand vous remettez de l'humain, je rentre la première fois pour donner 1 heure, puis je vois que l'école a besoin d'autre chose, j'utilise mon réseau, et puis c'est là où on crée de l'intelligence. Je regardais les chiffres à l'échelle mondiale. L'école publique coûte 22% du budget de l'État, 7% de notre PIB, et 90% va dans les salaires. Alors que quand vous regardez les pays de l'OCDE, c'est 68% qui est investi par les collectivités locales, et 90%, ça monte à 90% en Asie. Chez nous, c'est quasiment marginal. Et c'est là où je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que si on ne met pas de la proximité dans les écoles, parce que quand vous êtes une collectivité locale, vous êtes sur le territoire. Donc vous savez quels sont les besoins. Est-ce qu'il faut faire des apprentissages sur tel et tel métier? Donc on a une granularité et une proximité naturelle que vous n'avez pas quand vous êtes en centrale à Rabat. Absolument. Ce n'est pas un procès contre le privé. L'idéal, c'est d'avoir les deux systèmes en parallèle. Avoir un privé de qualité et un public de qualité. Une compétition saine, on la voit dans tous les pays, que ça soit un choix. Et aujourd'hui, l'école coûte 30%, aujourd'hui, le coût global qui est supporté par les ménages est estimé à 30%, alors que la moyenne de l'OCDE ou la moyenne qu'on retrouve ailleurs, c'est 18%, plus ou moins 16%. On est quasiment, ça nous coûte 2 fois plus cher. Donc c'est ça le vrai sujet, c'est qu'on a une école qui revient très cher au budget de l'État, mais qui ne répond pas
à sa mission première, puisque les ménages payent plus cher qu'ailleurs. Vous avez parlé, Zakaria Fahim, de ceux qui arrivent au niveau universitaire ou bien ceux qui ont des masters, mais qui n'arrivent pas quand même à trouver, parce qu'il y a un emploi, parce qu'il y a une inadéquation entre la formation et le marché du travail. On entend ça depuis 20 ans. Et vous venez du monde de l'entreprise. C'est aussi un problème d'orientation, parce qu'ils sont mal orientés. Ils font des études, 6, un bac plus 6, plus 7, mais pas forcément dans les filières qui sont demandées et dont on a besoin. Pourquoi ne pas calquer? Parce que votre modèle fonctionne. On voit des formations qualifiantes avec des certificats et des diplômes qui sont reconnus par l'État, et vous arrivez à remettre des jeunes chômeurs sur le marché du travail et qui reviennent de loin, qui ne sont pas aussi diplômés ni aussi bien formés théoriquement. Est-ce que le secret, c'est la formation pratique, l'orientation, parce que vous misez beaucoup sur... C'est 80% de formation pratique? Oui, donc là, Greenship, qui est aujourd'hui devenu un peu un porte-flambeau de l'école de la deuxième chance de l'UGIS, permet effectivement à des jeunes qui n'ont pas de formation, qui sont quasiment en marge du marché du travail, de leur donner sur un circuit court une formation. Donc c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur tout ce qui est maintenance informatique, puisqu'on a la chance d'avoir des partenaires qui nous donnent leurs ordinateurs, parce qu'on installe à peu près en moyenne 100 ordinateurs par mois dans les écoles. Donc on sert les écoles, mais en même temps, on apprend des métiers à ces jeunes. Mais comme on le disait tout à l'heure, maintenant, le plus important, c'est éviter ce taux d'échec des gens qui sortent, ces fameux 300 000, donc réduire. Et c'est pour ça qu'en donnant aujourd'hui envie aux jeunes d'aimer l'école, donc c'est pour ça que la lecture, c'est... c'est pas des mots qu'on juxtapose, c'est une capacité d'ouvrir l'enfant au monde de l'extérieur et de lui permettre de rêver grand et de se dire je peux faire le métier que je veux. Et aussi, ce qu'on distille aujourd'hui dans tout ce qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas de beaux métiers et de mauvais métiers. Il y a des métiers qui sont adaptés à ma personnalité, à mon profil. Et c'est pour ça qu'on travaille, comme je disais tout à l'heure, sur la formation des professeurs pour qu'ils puissent effectivement savoir faire distinguer entre tel et tel profil, parce que souvent ils n'avaient pas le temps ou pas toujours cette formation. Et bien sûr, on veut continuer de renforcer les bénévoles, notamment pour la lecture, mais aussi pour le soutien, parce que c'est je dirais, un travail qui nécessite tellement aujourd'hui d'efforts, vu la gravité et je dirais le niveau dans lequel aujourd'hui se trouve notre éducation nationale, qu'il est important qu'on s'y mette ensemble. C'est pour ça que notre slogan, c'est « Ensemble ». Oui. Nous pouvons aujourd'hui redonner de la dignité aux parents, parce que quand vous avez un enfant et que vous ne pouvez pas le voir réussir, c'est souvent un échec aussi pour les parents, et remettre de la dignité et aussi le droit à l'éducation qui est un vrai sujet. Vous travaillez beaucoup sur l'ouverture sur le monde de l'entreprise, alors que le malheur, c'est qu'on remarque qu'il y a des jeunes qui ont un doctorat et qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Ils découvrent le monde du travail une fois qu'ils ont leur doctorat ou leur master. Il y a un problème d'orientation, parce que les écoles et les collèges vivent en autarcie, complètement fermés. Ils ne savent pas, justement. Est-ce qu'il faut beaucoup plus de conseils d'orientation? Savoir qu'il y a beaucoup d'autres métiers qui sont demandés, qui ne sont pas moins bons que les autres. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple de pâtissier ou de mécanicien qui peut gagner sa vie mieux qu'un médecin, qui peut gagner 15 000 ou 16 000 ou même pas. Quand il n'est pas spécialisé, c'est 9 000 dirhams. Il faut savoir, c'est une mentalité aussi qui doit changer pour s'adapter au marché de travail, à la demande du marché de travail. Vous faites ce link entre le monde de l'entreprise et celui de la formation et des écoles. Là, on veut interpeller parce qu'effectivement, nous, on a cette vous êtes une association, mais vous... Voilà, on a cette spécificité, c'est que, on veut travailler en amont pour que l'école devienne vraiment un ascenseur social, c'est-à-dire que faire aimer l'école, donner aux enfants de l'école publique les mêmes armes que ceux qui sont aujourd'hui dans l'école privée, c'est remettre de l'humain. C'est pour ça qu'on remet des bénévoles. On va chercher des gens qui ont eu l'école publique pour un give back, pour qu'ils reviennent contribuer. Et derrière, on travaille sur ceux qui sont sortis du système avec cette école de la deuxième chance. Et donc, c'est un peu les deux ressorts. C'est renforcer la formation des enseignants. Et c'est pour ça que nous sommes beaucoup plus dans comment monter aujourd'hui
on va dire, des kits méthodologiques, plutôt un dispositif, une méthodologie qu'on puisse après aller déployer avec d'autres partenaires. Parce qu'on ne peut pas tout faire, mais on est capable de ce qu'on fait maintenant. On a des projets pilotes, on dit, voilà, on a fait Greenship. On est capable de dire que ça marche. Si ça marche chez vous, ça peut marcher ailleurs. On peut après prendre ce modèle et le dupliquer. Oui. On a vu que, par exemple, on forme aujourd'hui, on a trouvé des cursus de formation des éducatrices dans le préscolaire, puisqu'on a aujourd'hui à peu près 1000 enfants par an qu'on forme, nous, dans le cadre du préscolaire. On peut effectivement déployer la méthodologie, les outils. Et c'est je dirais, ce capital immatériel qu'on veut mettre à disposition. Oui. Et on pense qu'avec le digital, et nos projets, parce qu'un de nos projets, c'est d'aller vers l'école, on a eu la chance de rencontrer notre ministre de l'Éducation pour dire que voilà, il faut travailler sur des projets innovants, comme l'école inversée, parce qu'au lieu de toujours penser à construire des écoles, il vaut mieux dire, réduisant la taille des effectifs, pas en doublant la taille des écoles, mais en allant permettre à chacun de travailler à sa vitesse. Donc il va falloir, et là aussi on arrive avec des expertises sur les contenus pédagogiques, parce que c'est aussi intéressant. On revoit tous les jeunes quand ils sont sur de gaming, ils n'arrêtent pas. Et donc là, on propose, nous, des serious games, on propose des méthodes innovantes, mais où le digital est au service de l'humain et pas l'inverse. Ce n'est pas deux choses antinomiques. Je fais le digital ou le présentiel. C'est le digital au service du présentiel pour garder cette relation. Alors, vous faites beaucoup de choses, Zakaria Fahim, dans l'association, parce que vous êtes dans le préscolaire, la petite enfance, vous êtes dans l'employabilité et la formation. Voilà, comment vous faites pour concilier ces champs d'action divers et comment vous êtes organisé, quel relais, quelle antenne? C'est une grande association. Donc on a à peu près une cinquantaine de permanents, mais ce qui fait la force, c'est nos bénévoles, bien sûr, parce que sans les bénévoles, on ne peut pas faire, sans nos partenaires. Donc, que ce soit l'INDH, que ce soit le ministère, les entreprises. On a à peu près une centaine d'entreprises qui mettent à disposition des bénévoles, qui mettent à disposition des ordinateurs, qui viennent lancer des chantiers pour réhabiliter des écoles, pour les bibliobus. Donc, l'idée, c'est, comme je dis toujours, donc, si on est dans une logique d'intelligence collective, on est capable d'arrêter l'hémorragie et d'aller vers une nouvelle dynamique. Et c'est un peu ça le message que le GISR veut montrer, c'est que l'école publique peut marcher quand il y a une bonne gouvernance dans l'école, quand il y a un bon partenaire avec le monde extérieur et quand il y a je dirais, de l'humain et qu'on ait une envie de réussir. Parce qu'il n'y a pas de secret. Les moyens, c'est sûr qu'on les met sur la table, mais quand, vous savez, on dit toujours, dans le monde de l'entrepreneuriat, une dame s'arrête dans un carrefour et elle pose la question, quelle est la route que je vais prendre? Et la personne lui dit, mais vous allez où? Elle dit, je ne sais pas. Elle dit, toutes les routes sont bonnes. C'est que le vrai problème, c'est qu'on a l'impression qu'on ne dit pas aux gens, voilà voilà où on veut aller. Et c'est beaucoup plus facile quand on accompagne les gens à choisir une voie. Après, ils deviennent maîtres de leur destin et c'est beaucoup plus aisé quand on fait appel à des bénévoles ou à des partenaires d'avoir l'impact. Parce que ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est vraiment l'impact. C'est quand on dit voilà, qu'on a formé 700 jeunes qu'on a réinsérés, c'est peu et beaucoup. Mais ça donne une résonance que ça marche. Parce que ces gens-là... C'est possible et c'est faisable, ça peut marcher. Malheureusement, on ne peut pas aborder tous les axes parce que le temps qui nous est imparti est écoulé. Je vous remercie beaucoup, Zakaria Fahim, d'avoir été avec nous. Vous êtes président de l'association El Jisr. Merci beaucoup, monsieur. Merci de l'invitation. Merci. Excellente journée. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.